Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale RCF. Il est 8h10. Ce jeudi 17 octobre, nous célébrons la journée mondiale du refus de la misère. Une journée née en 1987 à l'initiative du père Joseph Wresinski, le fondateur d'Atelier Quart Monde. Une journée officialisée par l'ONU en 1992. Une journée cette année sous le signe de l'enfance, alors qu'on célèbre les 30 ans de la Déclaration des droits de l'enfant. Refuser la misère, ce n'est pas rien, c'est un engagement, 365 jours par an, qui doit se faire avec tous, les associations, les services sociaux, les élus, les citoyens, mais surtout et avant tout, les personnes concernées elles-mêmes par la misère. Maria Théron, bonjour. Bonjour. Vous êtes militante chez Atelier Quart Monde, vous avez 54 ans, vous vivez à Reims, vous êtes la mère de 3 grands garçons et la grand-mère de 6 petits-enfants. La pauvreté, vous connaissez, vous êtes né dedans, vous nous raconterez ça. Et puis, il y a un peu moins de 10 ans, vous avez connu, suite à la séparation avec le père de vos enfants, 3 années et demie particulièrement difficiles. Aujourd'hui, vous vivez avec très peu. Vous faites partie de ceux et de celles qui osent prendre la parole pour en finir avec la grande pauvreté. Avec ATD, vous avez fait partie pendant 2 ans du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Vous participez aussi régulièrement à l'Université populaire Quart Monde de Champagne-Ardenne. Alors, Maria Théron, première question, cette journée du 17 octobre, c'est une journée importante pour vous ? Oui, elle est importante dans le sens où on peut rendre ce mouvement plus visible. C'est un mouvement qui nous permet de prendre la parole pour nous, les personnes qui ont toujours été dans le silence. Ça permet de sortir du silence ? C'est cela. Et d'être écouté, reconnu ? D'être écouté, reconnu et être pris au sérieux. Pris au sérieux. Ça, c'est pas évident, ça. Non, c'est pas évident du tout. Alors, on va parler un peu de vous. Vous avez grandi dans une famille pauvre. Être pauvre, quand on est enfant, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que, on se tait beaucoup aussi. On garde beaucoup à l'intérieur. C'est de la torture. C'est de la torture ? C'est de la torture intérieure. Pourquoi ? Le mot est fort, torture. Oui, le mot est fort parce que on est face à un père absent, à une maman qui travaille 12 heures, 14 heures par jour. Et on ne veut pas rajouter le mal au mal. Donc on essaye de ne pas lui faire montrer qu'on a capté ce qu'on vit. Et c'est pour ça que c'est une torture. On essaie de faire comme si de rien n'était ? Comme si de rien n'était. Comme si tout va bien et alors que non. Et alors que non, parce qu'au quotidien, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très dur. Alors, vous avez parlé du silence. Mais matériellement, qu'est-ce qui est compliqué ? On n'est pas comme les autres enfants ? On n'est pas comme les autres enfants. C'est-à-dire qu'on va à l'école, nos habits sentent un petit peu le fioul, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se chauffer. C'est le silence, parce qu'on vous rabaisse sans cesse entre enfants, il ne faut pas croire. Hein. On a ces enfants qui nous disent t'es mal habillé, etc. Donc on exclut déjà l'école. Les enfants donc, sont durs on commence entre déjà à être exclus très tôt. Et puis, il n'y a pas de Noël ? Vous m'avez dit ça. Il n'y a pas de Noël. Hier, quand on a discuté pour préparer, la première chose, vous m'avez dit, il n'y a pas de Noël. C'est ça. On est étonné quand je dis que j'ai les fêtes de fin d'année. En fait, c'est un peu pour ça, parce que je ne sais pas ce que c'est de Noël. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir un cadeau. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir un sapin. Je ne savais pas ce que c'était tout ça. Et en dépit de ça, j'ai voulu faire autrement. Alors, pour mes enfants, va raconter, voilà. Mais en dépit de ça, vous avez eu une enfance heureuse. Oui, très heureuse, parce qu'on avait un moment qui se privait pour nous. On est resté malgré tout avec notre petite misère, on est resté malgré tout soudés. Et on cachait beaucoup de choses pour justement garder ce... Vous avez un grand sourire là quand vous évoquez cette enfance. Oui, parce que avec le recul... il y avait de l'amour ? Il y avait beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. L'attention des frères et sœurs les uns envers les autres. Et ça aide beaucoup. Et ça aide beaucoup. Et malgré ça, il y avait quand même une peur qui était la peur d'être placé. Oui. Alors, cette peur d'être placé, quand on est une maman qui élève seule ses 3 enfants, c'est quand il arrive des petits accidents comme ça à domicile, on essaie de les cacher parce qu'on a cette peur qu'on nous retire à notre maman. Oui. Vous, quand vous avez eu un accident, je crois que vous avez été 13 ans, vous avez été brûlé. J'ai été brûlée à la jambe droite, dont je porte encore les cicatrices aujourd'hui. Et donc, j'ai refusé d'aller à l'hôpital. Ma maman m'a soignée avec du tuile gras.
Et j'avais cette peur, voilà. J'avais pas voulu aller à l'hôpital parce que j'avais peur qu'on m'enlève un moment, parce que j'étais toute seule, au domicile quand ma chemise de nuit a pris feu. Et je me suis dit, mais voilà, on va m'enlever à ma mère. Et... Donc voilà. Une enfance pauvre, Oui. ça marque à vie? Oui. Ça marque à vie, et sur le plan, sur le plan, je veux dire, sur le plan intellectuel, ça vous poursuit. En fait, dans votre tête, ça vous poursuit. Et après, vous avez peur que ça se reproduise avec vos enfants. Ouais. Alors à 17 ans, vous allez devenir maman. Oui. Et là aussi, il y a un grand sourire. Le papa, il est à l'armée. Et avec lui, vous allez avoir 3 enfants. Et là, vous allez tout faire pour que vos enfants ne connaissent pas ce que vous avez vécu. C'est ça. Vous avez tellement souffert que automatiquement, vous n'avez pas envie de reproduire ça sur vos enfants. Donc, quand il y avait des problèmes financiers à la maison, on faisait en sorte de ne pas en parler devant eux, de ne pas leur dire. Mais nous, on avait cette force-là. Il y a d'autres mamans aujourd'hui ou d'autres papas qui n'ont pas cette force-là, qui sont fragiles de ce côté-là et qui du coup ne peuvent pas cacher ça à leurs enfants. Et vos enfants ont eu des Noëls ? Ils ont eu des Noëls, des anniversaires. Donc, oui. Au final, est-ce que vos enfants ont connu la pauvreté ? Non. Non. Honnêtement, non. Ça, c'est une fierté ? C'est une fierté. C'est plus qu'une fierté, c'est une petite revanche sur la vie. Et puis, il y a 9 ans, vous allez vous séparer du père de vos enfants. Ce sont des choses qui arrivent. Vous allez quitter le domicile familial et vous allez connaître 3 ans et demi de galère. Comment vous avez vécu pendant ces années ? Je crois que pendant 3 ans et demi, vous n'allez pas avoir de logement à vous. C'est ça. Donc, je suis hébergée chez des amis à droite et à gauche. Comment on vit ça ? On se dit, ça recommence. Ça recommence ? C'est revenu. Et on se bat au quotidien pour justement ne pas sombrer, continuer à... Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir ? Les amis. Les amis ? Les amis. L'université populaire, ouais. Carmonde. Et puis, cette promesse que je m'étais faite étant petite, malgré que mes enfants étaient grands, de ne pas leur faire sentir que leur mère était tout perdu, quoi. Aujourd'hui, elle est comment, votre vie ? Ça reste compliqué, fragile ? Elle reste fragile, oui, parce que dans le sens où on n'est pas à l'abri de difficultés supplémentaires dans la vie. Même si on gagne certaines choses, on n'est pas à l'abri de tout garder. La preuve, 10 ans après, ça revient. Qu'est-ce qui reste difficile pour vous au quotidien ? De faire... d'aller en vacances. De faire des petites activités. Tout est... Et de manger à sa faim. Aujourd'hui, ça reste compliqué ? Ça reste compliqué. Ça, c'est difficile à dire. Ça, c'est difficile à... Difficile à dire, non. C'est plutôt à le vivre. À vivre. Et alors, comment on fait ? On appelle ses enfants ? On évite d'appeler ses enfants. On évite d'appeler ses enfants. On évite d'appeler ses enfants parce que... Voilà, moi, je suis quelqu'un qui part du principe qu'on est on n'est pas en perpétuité, donc on ne doit pas non plus vivre sur... Et... Pourtant, ils ont un travail, ils ont une situation. Ils ont une situation. Bien sûr que je peux compter sur eux, bien sûr. Mais vous vous débrouillez. Vous trouvez un petit boulot... à droite, à gauche. À droite, à gauche. Maria Théron, je l'ai dit, vous êtes engagée à ATD Carmonde depuis les années 80. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez ATD ? La reconnaissance. Le non-jugement et une sérénité. Enfin, un peu d'apaisement ? Un peu d'apaisement. Quand on participe à ces universités populaires, on se retrouve un petit peu comme dirais-je, on est une petite famille. Et donc on se partage, on se donne du courage les uns les autres. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Et surtout, on me donne le droit de dire des choses. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est important. On va parler un peu politique avec vous. Le président de la République a initié un grand plan pauvreté. En septembre 2018, il était venu chez ATD Carmonde. Vous avez le sentiment que les hommes et les femmes politiques, ils s'intéressent enfin à la pauvreté ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Pour être honnête, pas vraiment.
J'ai l'impression qu'à chaque fois, si on s'intéresse aux choses, parce que des élections approchent, il y a beaucoup de promesses qui ne vont jamais jusqu'au bout. Il y a des lois qui sortent. Des fois, elles sont bien, au contraire pour nous, mauvaises. Ouais. Vous m'avez parlé de cette histoire de petit déjeuner à l'école. On pourrait avoir l'impression que c'est une bonne idée de permettre à tous les enfants d'avoir un petit déjeuner quand ils arrivent à l'école. Pour vous, c'est une fausse bonne idée. Oui, c'est une fausse bonne idée parce que on se rend pas compte, en tant que parent, que c'est humiliant de ne pas pouvoir offrir le petit déjeuner chez soi. C'est-à-dire que moi, je me plonge un petit peu dans l'avenir. C'est quand cet enfant se rappellera il avait le petit déjeuner à l'école. C'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible qu'on fasse déjeuner notre enfant en dehors de la maison. Pourquoi ne pas justement aider ces familles à pouvoir prendre leur petit déjeuner à la maison avec son enfant? Ouais. C'est dégradant. C'est dégradant. C'est dégradant. Pour soi, c'est dégradant. C'est humiliant. De dire, il faut que je compte sur l'école pour ça. Il faut que je compte sur l'école pour ça. Non. Vous pensez que c'est possible de faire reculer la misère? Oui. Sinon, je serais pas. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut. C'est la question du logement, c'est l'école, c'est le travail, c'est. Voilà, c'est tout à la fois. C'est tout à la fois. Le bien vivre en famille, c'est tout à la fois. Pour vous, qu'est-ce qui vous aurait aidé? Moi, ce qui m'aurait aidé, c'est qu'on prenne conscience des années bien avant que la pauvreté n'est pas une fatalité. C'est pas un échec. Les personnes qui sont dans la pauvreté ne sont pas responsables? Elles ne sont pas responsables de leur pauvreté, non, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que vous avez souvent ressenti, qu'on vous jugeait responsable de votre situation de pauvreté? Oui. Vous avez... Vous savez, quand j'étais enfant, pour moi, il y avait que moi qui souffrais. J'étais dans mon truc de petit égoïsme. Il n'y avait personne qui pouvait souffrir plus que Maria. Et justement, ces universités populaires m'ont appris autre chose. Qu'il y avait des personnes qui vivaient pire que moi. Des personnes... voilà. Mais si des années en arrière, on aurait pu déjà mettre en lumière cette pauvreté qu'elle était déjà, ça aurait été bien. Si vous avez été plus accompagnée? C'est ça. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle disait de ça? Ma maman, je me souviens, avait un grand respect pour Coluche. Je me souviens que quand il est décédé, j'ai jamais vu ma maman pleurer. Elle a versé sa petite larme, parce qu'elle trouvait cette personne formidable auprès des gens qui en avaient besoin. Et jamais elle nous a fait ressentir cette pauvreté. Elle a toujours fait en sorte que... Donc bien sûr, on l'entendait pleurer la nuit. Bien sûr, on l'entendait pleurer la nuit. Mais à côté de ça, nous, on gardait malgré tout le sourire pour essayer de la soutenir. La soutenir de plus. Maria Théron, aujourd'hui, vous êtes très engagée à la télé Carmonde. Vous envoyez des mamans qui élèvent toutes seules leurs enfants. Comment la société pourrait être plus généreuse envers elles? Comment elle pourrait être généreuse plus envers elles? Eh bien, laisser un peu faire les familles. Ne pas tout décider pour elles? Ne pas tout décider pour elles, mais de les aider. De les aider, mais pas les aider seules, en les accompagnant bien et en leur laissant malgré tout de l'autonomie. Maria Théron, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux auditeurs? On vous écoute là, vous pouvez prendre la parole. Alors,
Si j'avais un dernier message à donner, c'est que la vie soit telle qu'elle soit dure actuellement. La parole compte beaucoup. Le vivre ensemble peut aider beaucoup. Et on y croit. Merci beaucoup Maria Théron d'avoir été notre grande invitée ce matin. Je rappelle que vous êtes militante chez ATD Quart Monde qui est donc à l'origine de cette journée internationale maintenant du refus de la misère. Merci beaucoup. Merci à vous.